mai 2020. Ici Justin Larochelle, fondateur d'ImoFacile.ca. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Maître Luc Audet. Puis on va parler de 3 clauses les plus importantes dans une convention d'actionnaires. Avant de débuter, j'aimerais juste vous donner un peu qu'est-ce qui s'en vient demain. Demain, on a un témoignage avec James Martel qui va nous parler un peu qu'est-ce qu'il a fait, comment ça a été durant le COVID et qu'est-ce qu'il a fait pour prendre soin de lui aussi. C'est pas moi qui fais l'entrevue, ça va être Jean-Luc Dion. C'est ma pause demain matin. Je ne suis pas avec vous. Ça va être Jean-Luc qui va être avec vous. Mercredi, on a Heinz Brouillette de la Corpic qui va venir nous parler de locataires, location et qu'est-ce qui va se passer avec le déménagement le 1er juillet. Mercredi, n'oubliez pas, on a un programme de coaching double qui commence en après-midi de 13h à 20h. Fait que c'est un groupe d'après-midi et c'est une fois par mois qu'on se réunit pour le programme de coaching double et vous avez 8 heures de coaching avec les gens, les coachs pour vous aider. Jeudi, devenir libre financièrement. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir libre financièrement? Ben, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de le faire avec l'immobilier et on va vous parler de ça jeudi à 19h. C'est une formation qui est payante. C'est 97 $. C'est pas cher, mais vous allez avoir 3 heures, 3 heures et demie d'informations là-dessus. Fait que ça complète pour la semaine. Merci à vous tous d'être là. Je vois que Grace est là, Moïse, Vincent, Fabrice, André Lapierre qui est là chaque matin. Bonjour André. Jack, Patrick, William, Martine, Rima, Patrick Dubois aussi et Jean-Michel. Fait que lâchez pas, si vous aimez ImoFacile, allez donc cliquer sur J'aime ImoFacile. Vous allez toutes voir les entrevues que je fais depuis le début du COVID. Et hier soir, je me suis mis à calculer combien d'entrevues que j'ai faites depuis le début ou combien j'ai été de fois live devant vous. Et bien, je suis rendu à 53 entrevues et j'ai manqué la 50e, c'est vendredi dernier. J'ai manqué la 50e en voulant dire que je m'en suis pas rendu compte que j'étais rendu à 53. Fait que on continue avec ImoFacile, manquez pas ça chaque matin. Et c'est un peu comme les questions et réponses que j'ai faites. Ça fait 2 ans que je fais ça. Je suis rendu, plus de 2 ans, excusez-moi. Je suis rendu à 139 questions et réponses. On l'a arrêté temporairement pour les entrevues matinales, mais ça va super bien, super bien, super bien. Fait que beaucoup de monde sont en train de rentrer à matin. Vous allez apprendre 3 choses super importantes aujourd'hui. Luc, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu as réussi à faire tes partages? J'ai demandé à Luc un matin, Luc, peux-tu partager sur ta page et partager sur ton compte Facebook l'entrevue d'aujourd'hui? Et si vous voulez le faire, ça serait apprécié aussi. Il y a juste plus de gens qui vont avoir accès à qu'est-ce que Luc va nous donner. Fait que vous allez tout simplement dans qu'est-ce que vous m'écoutez présentement, vous allez dans partage et ça va se partager soit sur votre page ou sur votre compte privé. Et là, Luc, tu as l'air d'avoir des problèmes. À te voir le visage, le non-verbal parle. Check that bit. J'ai partagé sur Facebook du bureau, mais le Facebook personnel. Tu réussis pas à le faire, c'est correct. Partager, je trouve ça difficile au départ, là. Mais là, j'ai fait un effort spécial parce que tu as demandé. Alors, j'ai réussi à 50%. Ouais, c'est la côté technique, toi, qui est difficile pour toi. Excellent. C'est qu'allons-y avec les 3 clauses, Luc. Oui, ben, premièrement, je tiens à dire que je trouve ça déchirant de me demander quelles sont les 3 clauses les plus importantes. Ça serait comme si je te demandais, Ghislain, quel est ton enfant préféré parmi tes enfants? Ah, c'est bien dit. Parce que chaque clause est importante. C'est un tissu de protection qui fait en sorte que on a une couverture globale qui va nous couvrir dans tout ce qui peut arriver. Bon. Ouais. Cela étant dit, je pense que l'enfant que tu préfères dans ta famille, toi, c'est... Oh, tu vois, on entend un bip.
Quel bon timing! Mais, bref, il faut partir avec la façon dont un investisseur pense. Là, je regarde plus du côté investisseur, là, donc personne passive qui met ses sous au travail dans un projet immobilier. Parce que ça, c'est une autre composante. Hein. Il y a une série de possibilités en immobilier et chaque possibilité doit être reflétée dans une convention d'actionnaire. Une convention d'actionnaire pour des projets de location-achat, ben, c'est pas la même chose qu'un projet, par exemple, pour faire du flip en partenariat ou faire du buy and hold. Tout doit être approprié. Puis ça, c'est un des pièges qu'on rencontre souvent. C'est les gens vont aller chercher à peu près n'importe quoi comme convention d'actionnaire en se disant « Ah, j'ai mon bouclier, je suis correct. » Mais c'est parce que le bouclier, il faut qu'il soit approprié à la situation. Je vais donner un exemple vécu par des clients. C'était pas un immobilier, là, c'était une compagnie, une opérante, une vraie de vraie, là, c'était une shop industrielle où les deux associés m'avaient demandé de prévoir de l'assurance vie. Puis quand il y a de l'assurance vie, au cas d'achat-vente, au cas de décès, ben normalement, on va beurrer plus épais. Hein. Mettons que la compagnie vaut 1 million, on va se prendre chacun 3 millions de dollars, comme ça, s'il y a un décès, ben on peut racheter la veuve, mais en plus, on a un bonus de 2 millions. Fait que c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Ils ont décidé de faire ça. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas revenus me voir pour me dire un des deux était pas assurable. Hein? Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est le pire qui est arrivé. C'est-à-dire, c'est pas le cardiaque qui est mort, c'est l'autre. Mais à cause de l'assurance croisée, il n'y avait pas d'assurance, mais la veuve devait racheter, dans mon exemple, encore 3 millions de dollars pour quelque chose qui en valait un. Alors, je pense que les deux épouses ne s'aimaient pas beaucoup parce que l'épouse bénéficiaire a fait faillite, a mis en faillite celle qui devait payer 3 millions, ce qui valait 1 million. Fait que ça, c'est toujours important de s'assurer que ce qu'on a comme document reflète parfaitement la situation. Ceci étant dit, les 3 clauses que je considère être les plus importantes, malgré tout, en rafale, le but général, pourquoi on investit dans ça, mon fric sert à quoi, puis est-ce que ça se peut, je suis obligé de remettre d'autres frics par-dessus, et ma stratégie de sortie, soit quand le projet est terminé, soit si j'ai un pépin, ou je suis tanné, ou je veux sortir, comment c'est prévu. Donc, on va regarder un petit peu plus en profondeur chacun de ces items-là, si ça te convient, Justin. Ça me convient très bien. Alors, le but général, il est très important, même si très souvent, on va passer rapidement là-dessus. Moi, si je mets un 200 000 dans une compagnie, je veux m'assurer que mon 200 000 va être utilisé selon ce qu'on m'a dit, selon ce qu'on m'a annoncé, selon ce qu'on m'a raconté pour m'intéresser à investir. Puis, en même temps, dans cette clause-là, on va déclarer que dans un partenariat standard, le promoteur a l'expertise en immobilier et le partenaire financier a la capacité financière, a le fric. Donc, c'est très important de s'assurer que le promoteur a effectivement l'expertise qu'il vous représente. Malheureusement, on voit des cas où est-ce que le promoteur a 2 semaines de plus d'expérience que le partenaire financier. Pas trop le fun. Remarquez, en toute transparence, même moi, avant de le faire, le premier partenariat, je n'avais jamais fait, donc je n'avais pas d'expérience. Tout ça pour dire, c'est une affaire de... Oui, mais c'est vrai que ça doit faire longtemps en tabarouette. Je m'en souvenais pas parce que je l'avais écrit.
Mais blague à part, c'est un aspect qui est très important. Si je fais un partenariat avec Ghislain Larochelle, par exemple, ben, son expérience, son expertise est foi et gage d'un succès très, très, très probable. Si je fais affaire avec Julia Roberts, c'est un fantasme, faites-vous-en pas, je pense pas que Julia est très bonne en immobilier. Fait que si c'est Julia Roberts qui est le promoteur, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Alors ça, c'est dans le but général. On va annoncer les couleurs. On va dire si je suis actif ou passif. On va dire si le promoteur s'y connaît dans ce qu'on veut investir ensemble. Fait que ça, on va articuler. Autrement dit, ça, c'est la graine qu'on sème au début de la convention. Puis on va faire grandir, on va faire exploser cette notion-là au travers la vingtaine de pages qui restent. Ça, c'est le premier point de but général. Donc, par exemple, on va faire des flips. Moi, j'ai ma licence d'entrepreneur. Ghislain a du fric. Ça fait 22 projets de flip que je fais. J'ai toujours fait de l'argent de façon indécente tellement j'en faisais. Bingo, on y va. Ça, c'est le but général de notre partenariat. Le deuxième point, c'est mon argent va servir à quoi? Puis, est-ce que je peux être appelé à en remettre davantage? Ça, c'est la peur numéro 1, la préoccupation numéro 1 d'un investisseur passif, c'est ça. C'est, est-ce que dans le 200 000 que je mets, est-ce que le 200 000 va servir à faire le projet immobilier ou ça va servir à en mettre dans les poches de personnes autour du promoteur? Ça, c'est important de contrôler ça. J'ai rien contre qu'un promoteur fasse de l'argent. Au contraire, je suis en faveur de ça. Mais je suis également en faveur de la transparence et je suis en faveur du fait qu'on n'a pas à avoir une surprise. Hein? Si j'apprenais, par exemple, que j'ai investi dans un partenariat et une fois que je reçois les états financiers, je me rends compte que mon promoteur s'est pris, sur le 200 000, il s'est pris 150 000 de frais, puis il me l'a pas dit, ça va pas bien en shop, là. S'il me l'a annoncé, s'il me l'a dit, sur ton 200 000, il y a 150 de frais de gestion qui vont à moi, parce que j'ai trouvé un deal écœurant, mais ta rentabilité, elle est toujours telle que je te l'ai annoncée. J'ai pas de problème. C'est la surprise désagréable qu'il faut faire attention. L'autre élément dans le fric, c'est ce qu'on appelle affectueusement le cash call. Hein? Cash call. Ça va mal. Je vais être obligé ou pas, ça dépend de la convention, d'en remettre dans la caisse de la compagnie. Si j'en remets, je vais en remettre à quelles conditions? J'ai-tu un taux d'intérêt? J'ai-tu des actions? J'ai-tu un mix des deux? Etc. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui est encore plus important quant à moi, c'est si un actionnaire n'a pas la capacité monétaire de mettre le fric au moment où la compagnie en a besoin, puis là, on parle de besoin, on parle pas de caprice, hein? Ça veut dire que ça prend, désolé, le téléphone sonne. C'est un client qui veut avoir une convention d'actionnaire. Attendez un petit peu, pas tout de suite, là. C'est vrai qu'on va vous dire combien ça coûte. Bref, il y a le côté, si on me fait un cash call, je le mets à quelles conditions, mais il y a aussi l'autre volet, hein, soyons réalistes. Si j'ai pas l'argent pour le mettre, qu'est-ce qui se passe avec ma participation? Est-ce que la contribution additionnelle d'un partenaire va être considérée comme étant une avance faite pour moi? Est-ce qu'il va prêter ça à la compagnie? Est-ce qu'il va recevoir des actions en contrepartie? Ou est-ce qu'il va me diluer dans ma position? C'est facile à calculer. Hein? Il y a 200 000, puis j'ai 20 %. Puis il y a un 50 000 que je peux pas mettre. Alors, est-ce que le personnage qui va mettre le 50 000 va ramasser
de mon bloc d'action à moi ou ça va être un prêt. C'est très différent. Alors ça, c'est des choses qu'on règle par négociation et par entente écrite. Ça fait partie de ce qu'on a à mettre dans la convention d'actionnaire et c'est très important. La troisième chose assez intéressante à discuter, à négocier, puis à atterrir dans une convention d'actionnaire, c'est des stratégies de sortie. Hein. Généralement, dans mes conventions d'actionnaires, j'ai importé une expression savoureuse qui vient d'un autre monde et j'appelle ça un événement de liquidité. Un événement de liquidité, ça peut être soit j'ai refinancé alors que mon projet est complètement redéployé, hein, il est à maturité, donc je suis en financement permanent, soit que je vends le projet. Alors, moi, comme investisseur passif, normalement, je devrais rester là jusqu'à ce que le projet soit revendu. C'est ça sur quoi on s'est entendu. Oui. Mais, comme disent les gens sophistiqués anglophones, shit happens. J'ai besoin de sortir de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les conditions, quels sont les paramètres dans lesquels je vais pouvoir sortir? Est-ce que j'ai une fenêtre d'interdiction? Souvent, on va voir ça. Par exemple, si j'achète un projet immobilier, puis j'ai un repositionnement à faire, puis ça prend 1 an. Souvent, on va dire à un investisseur passif, dans cette année-là, c'est pas compliqué, tu n'as pas le droit de sortir. Point de la ligne. Oui. Ou, je vais escompter ton investissement. Tu as mis 200 000, si tu es mal pris, comprends que tu nous fous dans la merde, hein, parce que là, j'avais besoin de ce capital-là pour travailler, et là, tu me prives de ça. Alors, je vais te charger un montant, une escompte sur ton investissement pour la contrepartie que ça va demander d'aller chercher quelqu'un d'autre. Alors, ça, généralement, c'est dans la période de redéploiement d'un immeuble. Après ça, si je veux sortir avant que le projet soit à maturité, avant qu'il soit vendu, mais après maturité, ben là, c'est à vous autres de voir qu'est-ce qui vous convient. Est-ce que vous vendez à la valeur marchande? Est-ce que vous vendez à la valeur marchande escomptée? Est-ce que vous vendez à la valeur au livre? Est-ce qu'on va tenir compte dans le prix qu'on vous paye des impôts latents? Hein? Parce que c'est facile de calculer la valeur marchande des actions. Je vais partir de l'immeuble, de sa valeur marchande actuelle. Je vais réduire l'hypothèque et je vais diviser selon le nombre d'actions qui sont émises. Mais il y a une autre réalité aussi. Il y a la réalité des impôts latents. Hein? Si j'ai amorti mon immeuble pendant 5 ans, ben il y a une réserve qui a été prise, qui a été déduite des impôts de la société par action. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impôt latent. On a une facture d'impôt. Quand on va vendre l'immeuble, on va récupérer l'amortissement puis c'est imposable. Alors, est-ce qu'on va tenir compte de ça? Si on va plus loin, même si peu importe le système de prix, on va penser, qu'est-ce qu'on fait avec cet immeuble-là? Est-ce qu'on va le faire évaluer quand il y a quelqu'un qui veut sortir? Si on le fait évaluer, qui va payer l'évaluation? Probablement la personne qui veut sortir. Alors, il y a un paquet de choses comme ça à prévoir. Est-ce qu'on va permettre que la personne sorte? Et 2, si la personne sort, à quelle époque elle peut sortir et moyennant quelles conditions qu'elle peut sortir? On a une condition de Caroline qui dit, si on sort les pieds par en avant, qu'est-ce qui arrive? Ben, si on sort les pieds par en avant... Ah, vous voulez dire un décès? Oui, j'essayais de trouver un propos comique pour récupérer ça, mais tu étais plus vite que moi. Au cas de décès, ben, généralement, ça c'est intéressant. Hein? J'ai une tante qui se pense éternelle, puis elle a fait son testament en disant « si je meurs ». Si je meurs.
Au cas de décès, je pense en toute rigueur, il y a une différence entre le décès d'un investisseur passif versus le décès d'un promoteur immobilier. OK. Si dans le partenariat, c'est Ghislain, malheureusement, qui mourrait, ça serait pas mal plus fatigant que si c'était Luc Audet dans le projet. Parce que dans ce projet-là, théoriquement, moi, je suis l'investisseur passif. Fait qu'il faut moduler ça en fonction de qui fait quoi. Mais généralement, dans une convention d'actionnaires, on va s'assurer de soustraire du patrimoine successoral les actions d'une compagnie. On va y accorder un traitement dans la convention d'actionnaires et ça passe avant ce que le testateur pourrait mettre dans un testament. Hein? Quand on dit dans une convention d'actionnaires, à mon décès, c'est le partenaire qui rachète à valeur marchande moins 10%, mettons. Parce qu'en plus, si on va plus loin, en plus de récupérer l'amortissement, si on vendait pour vrai, on aurait probablement une commission à payer à un courtier immobilier. Fait que c'est pour ça qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Mais au cas de décès, généralement, on préfère ne pas laisser le testateur dire qui sera mon futur actionnaire. On va préférer avoir un système qui va dire est-ce qu'on liquide la compagnie? Hein? Compagnie de Philippe, là, quand l'entrepreneur décède, il n'y a plus d'intérêt à ça. Donc, on liquide. Si on est dans un projet d'optimisation, puis l'optimisation est finie, puis on a donné la gestion de la propriété à une compagnie, ça dérange-tu bien gros que le chèque soit fait à Pierre ou Jean ou Jacques? Je ne pense pas. Mais dans les cas où l'optimisation n'est pas terminée, puis c'est l'optimiseur, je ne sais pas si ça existe comme mot, décède, là, on est dans le chenoute. Là, il faut faire attention. Okay. C'est pour ça que c'est toujours... on a le choix d'avoir une convention d'actionnaires du type Walmart. Alors, Walmart, c'est quoi? C'est tout préfabriqué, c'est sur tablette, on le prend, on passe à la caisse, on s'en va chez nous. Ou d'aller chercher quelque chose qui est fait sur mesure. Puis dans le cas de convention d'actionnaires, je pense qu'il y a un grand risque de prendre des choses, des conventions Walmart. J'ai rien contre Walmart, hein, c'est extraordinaire Walmart, mais il faut que ça soit approprié. Ça fait que c'est ça. Excellent. Quand il y a une personne qui décède, quand tu prends une assurance vie, par exemple, tu dis, tantôt tu donnais l'exemple de 1 million et la valeur, puis tu prends une assurance vie de 3 millions. Les frais, est-ce qu'il y a tous les frais payés pour l'assurance vie, c'est la compagnie même qui est payée? Ou c'est les particuliers dans la convention d'actionnaires? Ça, Ghislain, ça me rappelle, je pense que c'était la facture de 3 ans environ, où est-ce que Mme Tartampion était bien fâchée parce que pour son prêt hypothécaire, la méchante Caisse populaire avait exigé de l'assurance vie. OK. Moi, j'étais dans mon salon puis j'applaudissais. C'est parce que la madame avait pas compris. Quand c'est le prêteur hypothécaire qui exige de l'assurance vie, la prime devient déductible. Si c'est pas le créancier hypothécaire qui l'exige, elle n'est pas déductible. Le piège dans ça, c'est que si le créancier hypothécaire l'exige, puis il exige que vous achetiez son produit d'assurance vie, ben attendez-vous à ce que ça soit pas les meilleurs prix en ville. Oui. Alors, il y a des batailles qu'on va choisir là-dedans. Aimez-vous mieux payer une prime 2 fois trop chère, mais déductible d'impôt, ou une prime au prix normal, pas déductible? Mais dans ce cas-là, c'est un piège, hein, parce que déductible d'impôt, ça veut dire que ça coûte à moitié prix. Alors que de l'autre côté, c'est exactement ce prix-là. Fait qu'il faut faire attention, mais parfois, il y a des obligations qui sont des très grands bonheurs. Si vous aimez l'entrevue à Luc, cliquez sur j'aime, envoyez-y un beau petit cœur pour lui. Et manquez pas, chaque matin à 8 heures, il y a une entrevue. On a une question de Marc Gaulin. Luc,
Achat il y a 3 ans avec un ami d'enfance, aucune SPA, 50-50 maisons de chambre. Devrions-nous payer pour une convention de notarié ou entente écrite entre nous serait OK? Convention de partenariat. Ben, une convention de partenariat n'a pas besoin d'être notariée. Mm-hmm. Et même, je dirais, c'est complètement, je vais sortir mes gros mots, là, on est lundi matin, j'en ai 5 à passer par semaine, j'en passe un tout de suite. C'est super fêtatoire, ça ne donne rien pantoute. Moi, j'ai mon billet, évidemment, je suis avocat, je ne suis pas notaire. Je pense que c'est important d'avoir eu à se frotter devant des tribunaux ça fait de nous autres des meilleurs rédacteurs. Je le dis comme je le pense. Tant qu'on n'a pas été testé par des tribunaux, on est un peu dans notre tour d'ivoire, puis on pense qu'on sait tout, puis c'est un peu beaucoup ça. Et c'est pour ça que je trouve que la formation et la pratique d'avocat est beaucoup plus riche pour la rédaction de contrats de spécialité comme ça. C'est qu'on perd notre espèce de certitude absolue qu'on a raison, puis on est plus à l'écoute, puis on fait plus attention dans notre rédaction. Donc, je pense que c'est un meilleur choix que de le faire avec un avocat, mais il y a sûrement des très bons notaires, puis il y a sûrement des avocats pourris. Il y a de tout sur Terre. Excellent. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être notarié, ça peut être une entente écrite entre les parties, mais absolument rédigée par un avocat. Fait que c'est ça le résumé. On a Ash qui demande à quelle étape du processus d'achat doit-on faire une convention de partenariat, une convention d'actionnaire? Est-ce qu'on fait ça à l'incorporation, avant l'inspection, après? Comment tu vois ça dans les étapes, Luc? Ben, je pense que c'est important de réaliser que on n'arrive pas avec un projet cané, puis on demande à un investisseur, t'embarques-tu? Je pense qu'il y a une vente à faire. Hein? Il y a le cycle de l'entonnoir de la vente. Puis je pense qu'il faut sécuriser les investisseurs potentiels. Puis il faut leur dire où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on offre. Parce qu'il y a personne qui, en 15 secondes, va vous faire un chèque de 300 000 $ s'il n'a jamais entendu parler de vous. Ça n'existe pas. Fait que moi, ce que je privilégie, c'est de créer la SPA et d'avoir la convention d'actionnaire le plus vite possible parce que ça va être formateur pour vous. Ça va vous permettre de circonscrire le deal que vous voulez faire. Vous allez vous poser les questions à ce moment-là. Il y a beaucoup de questions existentielles hein, dans les conventions d'actionnaire, puis il faut les avoir réglées. Ça fait que, c'est-tu un actionnaire passif ou un actionnaire actif? Allez-vous donner un rendement sur la mise de fonds? Est-ce que le rendement va être prioritaire vis-à-vis des actionnaires qui n'ont pas mis du fric? C'est un document de communication, quant à moi, stratégique, parce que ça vous permet d'arrêter les conditions de partenariat que vous souhaitez. Ça fait que c'est important de le travailler avant. Est-ce qu'on le donne au moment de la première rencontre avec un investisseur potentiel? Non. Je pense que ça mériterait plus d'avoir un document succinct qui dit voici comment ça va fonctionner. Parce qu'une convention d'actionnaire, il ne faut pas oublier, hein, c'est un document de 20-25 pages, dépendamment. On se protège avec ça. Fait que c'est rarement un élément qui va convaincre d'embarquer. C'est un document de protection. Donc, moi, je le vois beaucoup. Phase 1, l'entrepreneur décide c'est quoi son package, comment est-ce qu'il va chercher ces choses. Donc, il peut en parler maintenant parce qu'il sait ce qu'est la convention, mais je ne donne pas la convention tout de suite. Je vais commencer par l'amener à l'intéresser. Je vais demander qu'il se compromette. Puis ça, vers la fin, ben c'est ça le document dont on a discuté depuis le début. Donc, pèse fort 4 copies. Exact. On a Valérie Bouchard qui nous demande combien faut-il prévoir environ en côté monétaire pour une convention d'actionnaire rédigée par un avocat, Maître Luc Audet. Ah! Ça va être difficile de m'esquiver, hein?
Ben, nous autres, on a quand même une assez bonne expertise en convention d'actionnaire, puis on en fait quand même beaucoup, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des prix qui ont d'allure. Je pense, en tout cas. Le prix d'une convention d'actionnaire chez nous, c'est 1500 plus taxes. Et ça comprend le jet, là. Je vais vous parler, je vais vous poser toutes mes questions. Je vais vous préparer la convention d'actionnaire ou de partenariat, là, peu importe. Et je vous l'envoie. Puis ce prix-là comprend 1 heure de correction, d'écoute, de conseil, bref, 1 heure de temps additionnel avec la convention d'actionnaire. Et je dirais que la moyenne est assez bonne. Hein? C'est mieux que la loi de Pareto, 80-20. Vous direz que 90% du temps, ça s'arrête à cette facture-là. C'est assez rare que ça défonce. Ça m'est arrivé une fois, ça va te faire sourire, Ghislain. C'est pour la mienne? Parce que c'était pas la tienne, justement. C'était dans le domaine de l'importation de chaussures. OK. C'est deux personnes qui voulaient faire de l'importation de chaussures de scrap, on va se le dire, de la scrap. Okay. Hein, ils vendaient ça chez Pitt et chez Yellow, mais les Moses de bottines, ils payaient ça 2 piastres la paire, puis ils revendaient ça 15 piastres. Ils faisaient 7 fois 700% de profit. Ils viennent me voir avant de partir de business et ils veulent une convention d'actionnaire. Parfait. C'est 1500, y compris 1 heure. Après ça, c'est du taux horaire. Mais là, je me suis rendu compte que c'était la catastrophe. Ils ne pouvaient pas se blairer. Aussitôt qu'un disait noir, l'autre s'empressait pour dire blanc. C'était comme ça, non-stop, non-stop, non-stop. Tout ça pour dire que 8 500 $ de facturation pour la convention, elle n'a jamais été signée. Aïe, aïe! Une chance qu'ils l'ont faite avant de se partir. C'est la grande bénédiction, hein? Imagine-toi s'ils avaient embarqué dans la business ensemble, ça n'aurait pas fait long feu. Il faut beaucoup voir le volet éducatif, le volet exploratoire de son partenaire avec une convention d'actionnaire, parce que, dans le fond, c'est les droits et obligations des parties qui est prévu là-dedans. Puis si on n'est pas synchrone l'un et l'autre, ben soit qu'on va s'harmoniser puis on va s'entendre sur un document, soit qu'on s'entendra jamais, puis épée pourra, au moins on va limiter les dégâts. On n'aura pas créé une patente avec des obligations, des beaux commerciaux garantis personnellement et tout ça. Puis on se réveille 1 an plus tard, puis on est 400 000 dans le trou. Fait que la convention d'actionnaire, c'est également un outil exploratoire pour mes partenaires potentiels. Oui. Je vais voir comment est-ce qu'ils réagissent. Je vais voir comment est-ce qu'ils pensent. Je vais voir si un des pièges qu'on a souvent, et je pense que tu l'as vécu, Ghislain, on a le piège de la personne qui dit « Moi, je veux être investisseur passif. Mais je vais avoir le droit de ci, je vais avoir le droit de ça, je vais avoir le droit de ça. » Je veux être capable de te suivre, Ghislain. Je veux, quand tu vas rencontrer la banque, être avec toi. Je veux être au notaire. Quand tu vas rencontrer les fournisseurs, je veux être avec toi. Je veux te suivre. Tabarouette. C'est plus passif, là. C'est rendu actif, là. Ben, ça, c'est une partie de la problématique. L'autre partie de la problématique, c'est que généralement, les gens qui agissent comme ça sont bien intentionnés. Oui. Mais c'est rendu que la prochaine étape, c'est je veux être partie prenante aux décisions. Écoute, mon Pete, t'es embarqué comme partenaire passif. Passif, c'est on va t'informer, mais on ne t'es pas partie prenante de la décision. Et c'est pour une raison pratique. Hein. Habituellement, les partenaires passifs n'ont pas l'expérience du promoteur. Exact, oui. Ils n'ont pas la capacité de décider avec discernement comme le partenaire promoteur a. Fait que c'est pour ça que ça peut faire des belles surprises aussi, là. Hey Luc, j'ai une question qui a rapport avec la convention d'actionnaires. Tu as un beau portrait en arrière de toi, OK? Deux dames, la bouche ouverte. Ça, c'est quand tu leur as dit le prix 1500, que c'est pas cher?
Non, en fait, c'est quand ils ont su que j'étais célibataire. Ils Ah, sont OK. nous Ben! Eh, bonne, Luc. C'est drôle. C'est drôle, moi. Oh, bon. OK, bon, on continue. Et ça, c'est un tableau que, quand j'étais plus jeune, je courroyais beaucoup les encans d'œuvres d'art. OK. Et ça, c'est une toile qui a environ 4 pieds par 7 pieds, Oh, wow, tabarouette. que j'ai payé 400 $. Aïe, aïe. Elle n'était pas encadrée, le cadre a coûté plus cher que la toile. OK. H, quand on a un partenaire, doit-on signer un avis confirmant qu'il va investir avec nous? Fait-on cela avec un avocat? Ben, une des difficultés qu'on a pour faire des partenariats, c'est que statistiquement, il faut toujours avoir de 2 à 3 fois plus de fric annoncé par rapport à ce qu'on a besoin, parce qu'il y a toujours un 25, 50, peut-être 75% des gens qui vont, le terme affectueux, c'est nous chier dans les mains, c'est-à-dire changer d'idée. Fait qu'il faut avoir un système où, rendu à un point, il faut que la personne, ses gestes suivent, les bottines suivent les babines. Oui. Donc, il faut qu'il s'engage. Ça, normalement, dans un système de SPA, ça s'appelle une offre irrévocable de souscription. Ça fait que si vous connaissez ça, si vous êtes à l'aise dans ça, si vous connaissez tous les secrets dans ça, vous pouvez le faire vous-même. J'en douterais. Et oui, c'est vraiment du travail d'avocat. Oui, c'est ça. Exactement. J'ai une question que je vais répondre, Luc. Kevin Lavoie qui demande: bonjour à vous deux. Pour les assurances, vous préférez quoi, vous autres, avec institution ou indépendant? Je vous conseille d'aller voir un courtier indépendant. C'est beaucoup moins cher qu'aller travailler avec une institution bancaire. Et j'ai vu, comme Luc disait tantôt, là, des fois, c'est du double au simple. Là. Grosse différence. Fait que courtier indépendant, ils appellent ça des temporaires 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Oui. L'autre affaire aussi, Ghislain, c'est que quand je prends l'assurance vie de l'institution financière, il faut se souvenir que le capital assuré, il est dégressif. Hein? Il suit le remboursement de l'hypothèque. Mm-hmm. Alors que quand je vais chercher un produit avec un courtier, je vais prendre par exemple une temporaire 50, 300 000 $, ben après, si mon décès survient à la 5e année, ben la prestation va être 300 000 $. Tandis que si mon hypothèque est rendue après 5 ans 230 000 $, ben la prestation de décès, ça va être 230 000 $, même si ma prime est toujours la même, comme si j'étais pour recevoir 300 000. Ça fait que c'est pas la même chose. Grosse différence. C'est un peu comme acheter un forfait téléphonique chez Walmart. C'est pas leur spécialité, donc c'est normal qu'ils soient pas synchrones avec la meilleure offre en ville. On a Élie qui dit: c'est quoi la différence entre acheter une convention d'actionnaire tablette chez un notaire à 700$ et d'en faire une sur mesure avec un avocat à 1500$? Ben, tous les goûts sont dans la nature. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas d'argent puis ils sont prêts à faire des sacrifices pour ne pas avoir ce qu'il y a de mieux. C'est mieux, en autant qu'elle n'est pas pénalisante, c'est mieux d'avoir une convention tablette qui est pas ajustée à ce qu'on a de besoin. Hein? C'est mieux d'avoir un habit qui vient de chez l'abbé que de pas avoir d'habit quand on a besoin d'habits. Hein? Mais c'est mieux d'en avoir une sur mesure, évidemment, parce qu'elle est synchrone avec notre besoin, tout simplement. Mais comme tu disais tantôt, Élie, juste pour répondre à la question, c'est que les avocats ont la chance d'aller pouvoir contester ça, les conventions d'actionnaires, et ils vont aller fine-tuner. Ça fait 13 projets que je fais avec des conventions d'actionnaires avec Luc, puis la dernière qu'on a faite l'année dernière, on l'a encore améliorée, on l'a encore fine-tuné pour la fiscalité qui a changé, puis différents points qu'on veut améliorer. C'est que je reprends jamais la même convention d'actionnaire pour retravailler dedans. Je l'avais tout le temps retravaillé à Luc pour m'assurer qu'elle est parfaite avec ce que je veux.
selon les 3 conditions qu'on avait du départ. C'est quoi le but général? Le 2, l'argent, on fait quoi dedans? Parce qu'il n'y a pas un projet qui est pareil. Et le 3, souvent, la sortie n'est pas pareille d'une convention à l'autre. Puis je vais rajouter, si tu permets, Justin, un petit secret de polichinelle. Les notaires sont faits, sont éduqués, sont dressés pour représenter les 2 côtés de la table. Hein? Donc, moi, je suis pas fait comme ça. Moi, si je représente un partenaire développeur, je vais m'assurer, c'est ma job, que le partenaire développeur soit le mieux protégé possible. Puis l'investisseur passif, ben c'est à lui de s'assurer que la convention que je présente au nom de mon client lui convient. Alors, moi, j'ai pas tendance à avoir une convention type universelle comme les notaires ont. Moi, j'ai différents types de conventions, dépendamment qui je représente, puis quelle est la nature du projet. Je le disais tantôt, une convention de location-achat, une convention d'actionnaire de location-achat, c'est pas du tout la même chose qu'une convention d'actionnaire de flip immobilier, par exemple. On a Nadine qui me dit, on reconnaît ton humour. Haha, Nadine. Et Yannick qui dit, je pensais que c'était une ovation à Maître Audet, ton carreau. Non, mais écoutez, vous savez, la modestie, hein, c'est la mode esti. On a Rima qui demande, quand on est incorporé avec une SPA, on appelle ça une convention d'actionnariat. La convention de partenariat, est-ce que c'est quand on n'est pas actionnaire? Comment tu définis ça? Ben, chère amie, vous êtes trop intelligente et trop raffinée. Je pense qu'au sens large, convention de partenariat, ça inclut la convention d'actionnaire quand on est dans une SPA. Ça inclut la notion de convention d'associé quand on est en société en non collectif. Donc, c'est le terme générique. Donc, au sens large, on appelle ça des contrats de partenariat. Mais dépendamment du véhicule de détention, ça va s'appeler une convention d'actionnaire ou ça va s'appeler une convention X, Y, Z, tout simplement. Parfait. On a Caroline Dion qui nous demande, c'est combien faire une offre irrévocable avec un avocat? Une offre irrévocable. Ah non, vous voulez dire là l'offre de souscription irrévocable. Ben, c'est des documents qui sont pas... c'est pas tablette, ça. C'est fait sur mesure. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que quand on fait ce genre de document-là, il faut avoir conscience de tout le processus. Par exemple, certains vont intéresser leur investisseur avec un PDF. Certains vont faire un vidéo. Certains vont remettre un document. Fait qu'il faut synchroniser le document d'intéressement avec l'offre de souscription irrévocable. Mais pour donner un ordre de grandeur, je vous dirais que probablement entre 300 et 600, ça peut regarder comme ça. Là. Il y a une question qui est plus côté partenariat de H. Pour les gens qui décident d'embarquer avec nous dans un projet, est-ce qu'on leur demande la preuve de mise de fonds? Cher H, on va demander tout ce qu'on veut. Il y a juste que c'est une question de stratégie, c'est une question d'être dans le marché, puis c'est une question de timing. Si c'est la première fois que vous rencontrez la personne, puis vous lui dites, by the way, moi, pour continuer à te parler, mon pit, ça me prend un proof of funds de 300 000 $, il va vous envoyer paître. Je pense qu'il faut commencer par gagner la confiance, hein. Les Américains le disent bien. Pour faire affaire avec quelqu'un, il y a 3 critères. 1, 2, 3. Know, like and trust. Fait qu'il faut bâtir le know, like and trust. Je vais prendre mon ami Ghislain comme exemple encore une fois. Ben, je pense que Ghislain, tout le monde le know, le like et le trust. Lui pourrait demander probablement beaucoup plus rapidement une preuve de fonds disponible qu'un simple quidam qui n'a pas cette notoriété-là. Fait
oui, c'est une bonne idée de la demander. À quel moment, ça dépend où vous êtes rendu dans l'entonnoir de vente. Voilà. Fait qu'on n'a plus de questions qui sont rentrées, Luc. Fait juste un rappel. N'oubliez pas, demain matin, on a mardi témoignage de James Martel. Mercredi, la Corpé est avec nous. On a le coaching double qui commence. Et pour ceux-là qui ont vu les publicités Facebook de mon prochain livre, mon 9e livre, La liberté financière, est très beau couvert. J'ai eu beaucoup de félicitations sur le couvert. La liberté financière, une porte à la fois. On a un défi. Vous devez réserver votre livre parce que on n'est plus capable d'imprimer le livre. On a commandé un peu avant le COVID et on a X montant, je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, et les gens réservent, puis si on a tout passé la réservation, ben, il n'y aura pas de lancement. S'il en reste encore un peu, on va le lancer le 14 mai. On prend les réservations jusqu'au 14 mai. Vous avez juste à aller sur la page IMO Facile, vous avez l'entête, ou dans le titre qu'on a là, on a l'entête aussi. Un gros merci, Luc, pour ton temps. Oui, vas-y. Je sais que c'est encore assez mystérieux pour beaucoup de monde, les conventions d'actionnaires ou les conventions de partenariat. Et dans la générosité que j'ai, d'aider les gens le plus possible, j'ai pensé offrir la table des matières de ma convention d'actionnaires. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui est prévu dans une convention. Vous n'avez pas le texte, mais vous avez au moins les têtes de chapitre. Donc, ça va vous permettre de voir c'est quoi dans cette boîte mystérieuse-là, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans cette boîte-là. Puis ça vous permet de réfléchir aussi sur les contenus que vous auriez à discuter avec vos partenaires potentiels pour faire une convention de partenariat. Donc, ceux qui sont intéressés à ça, vous avez simplement à m'envoyer un courriel, audet, A-U-D-E-T, @droitdespme.com. Alors, D-R-O-I-T, D-E-S, P-M-E, comme petite moyenne entreprise.com. Puis, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça en frais. Droit, n'a pas un S, Luc? Non. Le droit des PME. Le droit des PME.com pour la table. Fait que je le mets dans. Je garantis, je ne me trompe pas. Non, je sais. Je viens de le mettre dans le chat. Excellent. Ça fait que ça vient de rentrer. Merveilleux. Un gros merci, Luc. Ça fait que incorporation, on t'appelle. Convention d'actionnaire, on t'appelle. T'es la personne pour nous aider là-dedans. En fait, on est mur à mur en immobilier. Hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas. Une chose qu'on ne fait pas, c'est construire. Et mettons que de ce temps-là, je suis assez tranquille dans les flips. Là. Ben, merci beaucoup, la gang. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Luc. Toujours une belle prestation que tu nous fais chaque fois. Si on peut appeler ça. M'inspire. C'est quasiment de la formation matin que tu nous as faite. Un gros merci à tous. On se voit demain matin, ou plutôt, Jean-Luc va être là demain matin avec vous pour recevoir James Martel. Merci. Bye, la gang. Au revoir.